et bienvenue dans cet épisode numéro 5 déjà de notre podcast. Bienvenue, c'était une petite pause estivale aussi, donc on est content d'être là. Et alors vous le voyez pas, mais nous sommes à Bruxelles pour une fois pour changer, donc les Wallons sont de sortie et je vais présenter comme d'habitude tout le monde autour de la table. Alors il y a avec nous, ses chemises sont au moins aussi célèbres que sa passion pour la politique locale énergie-climat. On a Benoît Vincent de la province de Liège. Bonjour. Si. La plus fidèle au poste. Moi, je la soupçonne de prendre du plaisir à ses podcasts et peut-être secrètement à viser une carrière de journaliste, on ne sait jamais. Mélanie Wills de Charleroi Métropole. Bonjour à tous. Et enfin, notre invité du jour, c'est Nicolas Hubert. Il est animateur énergie, climat chez Énergie Commune et il est aussi apprenti guide nature. Alors, vous avez certainement déjà eu l'occasion de croiser son opulente chevelure. Ceci dit, tu t'es un peu coupé les cheveux. Oui, elle est partie. Voilà, c'est bien. C'était trop envahissant. Oui, et puis ça rendait trop jaloux les hommes qui se rapprochent de la quarantaine. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Si vous connaissez déjà notre invité, vous avez peut-être une petite idée. En tout cas, la rentrée, c'est l'occasion de se projeter, mais aussi un peu de faire un bilan sur l'année scolaire, on va dire, qui s'est écoulé. C'est l'occasion pour nous de se pencher sur le dernier cycle de formation qui a été proposé par la région à destination des CPC, et c'est un marché qui était attribué à Énergie Commune, dont nous avons l'un de ses plus brillants représentants avec nous aujourd'hui. Alors, quels auront été les éléments marquants ? Comment se construit finalement un cycle de formation sur des sujets qui sont aussi variés et vastes que la politique locale énergie-climat ? C'est Mélanie qui va décortiquer ça un peu avec Nico ici présent. Benoît fera également le point sur les autres formations qui sont à disposition des CPC. Et enfin, nous voyagerons en terre japonaise locale et urbaine en 2095. Alors, si vous n'y comprenez rien, c'est normal, on va vous expliquer tout ça. Et puis, on terminera évidemment par les recommandations et peut-être une petite touche d'humour si on y arrive. En tout cas, si j'y arrive. Alors, avant de commencer justement pour la petite touche d'humour, on va changer un petit peu les règles. Chacun de vous trois ici présents aura droit à me donner un mot à la fin du podcast et on essaiera de créer une petite histoire sur base de ce mot-là. Désolé s'il y a un petit peu de bruit autour de nous, ce sont les conditions du direct. Voilà, c'est Bruxelles, c'est comme ça, c'est une ville bruyante, animée, mais on est content d'y être. Bon, avant de commencer, on va donc faire connaissance un peu plus avec toi, Nicolas. D'habitude, je pose un peu la question, comment est-ce qu'on devient coordinateur POLEC ? Parce que finalement, c'était une job description qui n'existait pas. Mais du coup, comment toi es-tu devenu animateur climat-énergie ? Puisque j'ai vu que c'était ton titre officiel sur LinkedIn. Oui. En vrai, sur le website, c'est animateur territorial. Mais je trouve que territorial, ça ne veut rien dire. Et donc, du coup, je l'ai un peu changé en animateur énergie-climat. Je trouve que ça parle plus quand je me présente. Et donc du coup, comment j'en suis arrivé là, le long domino de la vie. Du coup, moi à la base j'ai un background en sciences politiques et donc du coup j'ai étudié Sciences Po, passionné de tout ça, etc. Et mes premières expériences professionnelles, j'étais déjà quand j'étais à l'UNIF, etc., passionné par toutes les questions énergie, climat, etc. Et mes premières expériences professionnelles, c'était plutôt au niveau européen, parce que j'avais aussi fait études européennes. Et donc, j'ai travaillé notamment pour le Conseil de l'Union européenne et une ONG au niveau européen sur ces questions-là. Mais ce qui me frustrait beaucoup, c'est que c'est le niveau européen, donc on définit des grandes stratégies, on définit des grands objectifs, mais c'est très peu concret. Et tout est noyé dans le macro comme ça, et donc ça me frustrait beaucoup. Et donc, du coup, en sortant de là, moi, je cherchais quelque chose de beaucoup plus local, mais toujours sur ces thématiques énergie-climat, quoi. Et puis, sur le côté, ça, c'est plus mon hobby, mon temps bénévole, j'ai été animateur patro pendant de longues années. J'ai aussi été actif dans une association de jeunesse dans laquelle j'étais formateur, facilitateur, on le nomme comme on veut, où là, je développais cette chose pour l'intelligence collective, l'animation de groupe, la gestion de conflits, etc. Et puis j'ai vu l'offre d'Énergie Commune qui cherchait justement le boulot parfait qui liait ces deux choses, les questions énergie-climat au niveau local et en même temps quelqu'un qui fait de l'animation. Et donc j'ai postulé et du coup ça fait 2 ans et demi que je suis là, quoi. Ok, c'est vrai que ça,
Alors maintenant, la formation de formateurs ou en tout cas de facilitateurs, etc., ça s'est quand même développé sur les dernières années, mais il n'y a pas de cursus universitaire en fait pour faire ça. Donc c'est souvent, et on le voit même dans la diversité, par exemple des supras aussi, la diversité, il n'y a quasiment pas deux personnes qui ont le même parcours. C'est la même chose pour les CPC, il y a plein d'éléments finalement qu'on apprend sur le côté. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de parcours. Du coup, moi, c'était plus en autodidacte et via mes expériences. Et puis après, il y a quand même pas mal de... Enfin, on a la chance d'avoir autour de nous pas mal de mini-formations d'une journée, enfin, d'acteurs qui donnent des formations en intelligence collective et ce genre de choses, quoi. Donc, j'en ai aussi fait pas mal. Et donc, voilà, on se forme comme ça, quoi. Et en faisant, quoi. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, vous voyez qu'on est chez Énergie Commune. Pour ceux qui peut-être ne connaisseraient pas Énergie Commune, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association ? Alors, Énergie Commune, c'est une SBL qui travaille pour avoir de l'énergie ou des systèmes énergétiques plus renouvelables, plus social et plus démocratique, si je peux dire, quoi. Et donc, plus renouvelable, on travaille pour la promotion des énergies renouvelables. Plus social, notamment, on travaille beaucoup sur la question de démocratisation de l'énergie. Là, on a un système énergétique qui est très centralisé. On est tous dans une posture très de consommateur, où on paye nos factures, mais en fait, on comprend pas très bien ce qui se passe. Et en fait, on subit un peu les décisions des autres. Les événements extérieurs comme la crise en Ukraine, etc., quoi. Et donc du coup nous on milite pour un système énergétique qui est en fait beaucoup plus décentralisé et dont en fait les citoyens peuvent s'emparer, posséder eux-mêmes leurs propres moyens de production, partager de l'énergie entre eux, etc., quoi. Et donc on travaille aussi notamment beaucoup sur le partage et les communautés d'énergie et on est d'ailleurs facilitateur pour la région bruxelloise à ce niveau-là, quoi. Et puis voilà, le partage et les communautés d'énergie, c'est aussi une opportunité sociale. C'est pour ça que je parlais d'énergie plus sociale, parce que ça peut faire bénéficier des publics moins privilégiés d'énergie moins chère, etc. Et plus démocratique, le troisième terme, démocratiser l'énergie, démocratiser nos systèmes énergétiques pour que chacun puisse s'approprier tout ça. Alors dans ce que tu expliques, déjà on l'entend quand même pas mal et c'est... Au départ, d'ailleurs, anciennement, ça s'appelait l'APER, l'Association de promotion des énergies renouvelables, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et donc, on a une dimension quand même énergétique qui est fondamentale, forcément chez Énergie Commune. Comment est-ce que le lien se fait avec la dynamique Polec, qui a quand même aussi toute la dimension climatique? Alors on sait que c'est un mouton à 15 pattes aussi parfois, mais comment est-ce que du coup Énergie Commune finalement vient se greffer ou s'est greffé là-dedans? Du coup en fait on a changé de nom justement parce que je pense que en fait au final Énergie Commune on fait de la promotion des énergies renouvelables, mais c'est bien plus large que ça. Et donc, on a un peu transformé le nom et l'identité de l'SBL. Et en fait, il y a 4 axes au sein d'Énergie Commune. Il y a un axe école, où on fait de la promotion dans les écoles sur ces questions-là. Il y a un axe communauté, donc qui travaille sur les communautés, le partage d'énergie. Il y a un axe citoyen, qui travaille sur les citoyens, et on est notamment reconnu comme organisme d'éducation permanente. Et le 4e axe, qui est connecté à Polec, c'est l'axe territoire. Et donc c'est dans le fameux axe dans lequel moi je travaille avec mes collègues Johanna et Fred, et donc c'est le fameux axe qui accompagne les territoires dans toutes ces dynamiques climat, énergie, quoi. Et donc Polec en fait est arrivé par là. C'est qu'en fait en effet à la base je pense que à l'APER était très énergie et qu'au final on se rend compte que c'est systémique et que tout est lié. Et donc ça a mené à d'autres thématiques, le climat au sens large, etc. Et puis Polec est arrivé dans l'axe territoire. Et puis maintenant, ça nous amène aussi à travailler sur des questions beaucoup plus larges comme la résilience sociale écologique ou ce genre de choses qui, c'est beaucoup plus large que l'énergie, quoi. Et donc on est dans une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus systémique où en fait tout est relié. Alors, t'es pas le seul à travailler sur la dimension Polec au sein d'Énergie Commune, puisqu'il y avait, historiquement, il y avait Frédéric Prayet aussi, Johanna. J'ai passé du coup la parole à Mélanie, mais comment s'est passé un petit peu ce fonctionnement-là aussi en interne chez vous?
Oui, c'est ça. Donc, on voulait un peu savoir, en te posant la question, Nico, comment est-ce que finalement vous aviez pris la dynamique Polec chez Énergie Commune et comment, au sein de votre équipe, vous vous êtes un peu dispatché les rôles et comment ça a évolué depuis le début, en fait, dans le programme Polec. Ok, alors je connais pas tout l'historique, parce qu'on en parlait en off juste avant, mais là on en est à Polec 2022, ou comme on l'appelle chez Énergie Commune, Polec 7, donc il y a eu de nombreuses années avant. Moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi, donc j'ai pas connu tous les débuts de Polec et tout l'historique, mais donc il faut savoir que, enfin je suppose que vous le savez, qu'à la base Polec c'était plus un projet pilote, un tout petit projet, qu'à la base on a testé avec différentes communes, ça s'est élargi, et puis ça a vraiment pris une envergure comme ça là aujourd'hui avec Polec 20, où là il y a maintenant 170 communes qui sont engagées dans la chose. Mais donc historiquement, Énergie Commune, ou en tout cas l'APER à l'époque, était là depuis Polec 1, et c'était d'ailleurs au début une initiative de l'APER de vouloir lancer ce projet et faire ça avec les communes, etc. Et au début, c'était sous subside, je pense, et au final, au fur et à mesure que ça a pris de l'envergure, etc., et avec Polec 20, ça s'est transformé en marché, que la région a lancé comme tout autre marché public avec un cahier des charges, etc., auquel Frédéric et Johanna, mes collègues, ont répondu il y a 2 ans et demi, qu'ils ont remporté, et ils m'ont engagé parce que pour renforcer un peu l'équipe pour répondre à ce marché. Donc moi, la première année, en fait, je connais Polec que depuis 2 ans, donc les 2 dernières années qui viennent de s'écouler, mais en fait un peu les plus grosses, où vraiment Polec a pris de la taille, quoi. Et donc la première année, ou en tout cas les 6 premiers mois, moi j'étais plus... c'était Fred et Yo qui pilotaient vraiment la chose, qui animaient vraiment les formations, et puis moi j'étais là plus en soutien parce que j'avais pas encore le background technique, la connaissance du dossier. Mais en tout cas, j'amenais le côté animation, ils amenaient le contenu, et moi je l'animais, je réfléchissais à comment transformer ça en petits jeux, etc. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus pris ma place dans le programme. Je suis devenu aussi moi de plus en plus à l'aise avec les thématiques. Et donc, vers la moitié, ou en tout cas depuis la 2e année de la reconduction de ce marché-ci, c'est vraiment moi qui ai pris le lead sur ce marché-là, quoi. Ok, et alors si je ne me trompe pas aussi, Frédéric, lui, garde tout l'aspect outil Polec, parce que oui, c'est lui qui a depuis le début contribué à sa création. Oui, c'est ça. Et il a donné aussi quelques ateliers, un notamment pour les Supra. Mais voilà, ça je ne sais pas si c'était un peu aléatoirement ou... Ouais, moi, comme je disais aussi, moi j'ai un background très sciences sociales, je suis pas du tout ingénieur, je suis pas du tout un technicien, et donc c'est pour ça que dans la répartition des ateliers qui s'est faite par après, Frédéric a gardé tout ce qui est outils Polec, les Excel, les choses un peu plus techniques, un peu plus compliquées. Et puis moi j'ai repris les ateliers nos ateliers au final c'est très basé sur l'intelligence collective, le partage, et donc en fait nous on amène du contenu, mais le contenu vient surtout des coordinateurs eux-mêmes, quoi. Et donc du coup je pense que la clé, en tout cas pour ces ateliers-là, il fallait juste savoir animer des dynamiques d'intelligence collective, faire parler les gens, gamifier la chose, etc. Et donc ça, moi, c'était quelque chose que je savais faire. Mais en effet, sur les choses un peu plus techniques, c'était Fred qui restait là-dessus. Ou par exemple, comme un atelier on en parlera peut-être après, mais sur les énergies renouvelables, là, Johanna est aussi beaucoup plus technicienne, beaucoup plus connaisseuse, beaucoup plus experte que moi sur ces questions-là. Et donc c'est naturellement elle qui a pris cette thématique-là, quoi. C'est quand même intéressant, un des éléments que tu donnes, c'est que finalement, et peut-être que tu t'en souviens du coup, désolé de te catégoriser forcément comme le plus ancien d'entre nous, mais dans la dynamique Polec, en tout cas c'est le cas. Au final, de ce que tu dis, c'est une initiative en fait de l'APER à l'époque, de monter ces projets pilotes, quoi. Donc cet aspect, c'était votre projet qui a quelque part été repris par la région, et maintenant vous êtes soumis forcément. Alors je parle avec des pincettes parce que je connais pas l'historique exact, mais oui, en effet, je crois qu'il y a une histoire où c'était quelque chose qui avait été initié par, ou peut-être pas l'APER, mais Frédéric qui était dans une autre ASBL, et puis qu'après a rejoint l'APER, et donc qui a absorbé le projet, puis en effet ça a été subside sur subside pour le faire développer, puis au final la région se l'est réapproprié, et on a fait un marché public à part entière et une politique wallonne à part entière.
Ce qui a permis aussi de faire grossir le projet aussi, puisque effectivement, si on fonctionne juste par subside ou par à-coup, avoir près de 200 communes, ça devient plus compliqué, clairement. Ok, du coup, merci beaucoup. Je pense qu'on y voit un peu plus clair sur l'historique, sur votre implication dans Polec et un peu vos rôles à chacun dans l'équipe. Maintenant, on voulait un petit peu savoir un peu comment se construisait finalement un cycle de formation. Forcément, il y a les grandes thématiques de Polec qui sont reprises, mais est-ce que tu as peut-être 2-3 éléments à nous dire sur comment, au final, vous choisissez ces thématiques et pourquoi? Du coup, moi, je parle exclusivement des 2 dernières années, parce que moi, c'est les 2 dernières années que j'étais là. Mais donc, en fait, la première année, moi, je suis arrivé quand Frédéric et Johanna avaient déjà répondu à l'appel d'offres de la région et avaient déjà obtenu le marché. Et donc, il y avait déjà des choses qui avaient été mises dans le cahier des charges par la région qui avait été demandé. Et donc ce premier programme de formation, en fait, il était assez basique parce que je pense aussi que juste avant, il y avait eu l'arrivée de pas mal de coordinateurs non formés avec un trou sans formation pendant quand même plusieurs mois. Et donc en fait, il fallait un peu prendre les choses dès le début. Et donc en fait, la première année, les premiers mois, c'était des formations assez basiques. C'était introduction, organisation interne, équipe Polec, comité de pilotage, mise en œuvre, suivi, rapportage, etc. Histoire de donner un premier coup de formation à tous ces coordinateurs qui venaient d'arriver. Et puis moi, je me souviens aussi, j'arrivais aussi à ce moment-là et c'était intéressant parce que à ce moment-là, il y avait plein de nouveaux qui étaient arrivés sans vraiment trop d'accompagnement au début. Et donc, je me souviens que les premiers ateliers Polec, c'était surtout un peu une séance de thérapie collective, de défouloir où tout le monde se rencontrait pour la première fois. Et il y en a d'autres qui existent vraiment. Oui, il y en a d'autres qui existent vraiment. Et puis tout le monde avait dû un peu pendant des mois lire, trouver les infos un peu partout, aller lire les différentes choses qui existent sur Polec, mais sans vraiment de structure, sans vraiment de cadre clair présenté à eux, etc. Donc c'était séance de thérapie collective, apprendre à se connaître, puis là un peu refixer le cadre, comment on élabore un PDC, comment on le met en œuvre, rapportage, et donc c'était assez classique Et puis après, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le marché 1 et qu'on a dû proposer d'autres formations et le marché 2, là en fait ça s'est beaucoup basé sur nos retours des ateliers, et à la fin de chaque atelier on envoyait chaque fois une petite évaluation, et il y avait chaque fois une petite question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les ateliers? Qu'est-ce que vous aimeriez pour un prochain atelier? Et donc nous, on avait récolté un maximum d'infos sur ce qui intéresserait les gens. Et donc en fait, on a construit les ateliers ensuite sur base du retour du terrain, Et donc ce qui était beaucoup demandé, c'est forcément pour tous ces coordinateurs qui avaient déjà eu introduction, mise en œuvre, etc., des ateliers beaucoup plus poussés, beaucoup plus thématiques, sur des sujets précis, Et donc du coup, le deuxième année, on a eu GT adaptation, on a eu renouvelable, on a eu bâti privé, bâti public. Et puis pour les nouveaux qui arrivaient, on a gardé ces fameux ateliers introduction, mise en œuvre, etc. Et donc là, c'était vous qui étiez force de proposition vis-à-vis de la région sur les thématiques des ateliers. Ouais, c'était ça. C'était à chaque fois, on arrivait avec une proposition à la région, et puis on en discutait. On présentait aussi forcément à la fin du premier marché le résultat des évaluations, le retour, etc., en comité d'accompagnement avec la région. Et c'est comme ça que s'est construit le calendrier des ateliers, les différentes thématiques qu'on a proposées. Ok, super. Et d'où aussi maintenant la distinction vraiment très claire entre atelier pour anciens coordinateurs et atelier pour nouveaux. Mais si je ne me trompe pas, il y a aussi la possibilité pour les anciens de se réinscrire ou vice-versa, ou pour les nouveaux de s'inscrire à des ateliers plus thématiques s'ils le souhaitent. Oui, ça c'était un peu confus. C'était l'idée que pour les anciens, qui ont déjà eu tout le cycle de formation de base, de leur proposer les GT, etc. Et pour les nouveaux, inversement. Mais la région nous avait dit, on aimerait quand même rendre ça clair que ça c'est les ateliers pour les nouveaux et ça c'est les ateliers pour les anciens. Mais la région voulait quand même ouvrir la chose et permettre à l'un et à l'autre d'assister au truc de l'autre. Mais encore une fois, enfin pas encore une fois parce que je ne l'ai pas encore dit, mais c'était un marché de 35 ateliers, ce qui est beaucoup, mais à la fois très peu.
Et donc en fait, nous, ce qu'on avait peur, et aussi avec la région, c'était qu'au final, trop de gens, par exemple, que des nouveaux s'inscrivent aussi à des ateliers pour les anciens, que les anciens s'inscrivent aussi pour les nouveaux, et qu'au final, il y ait des nouveaux qui arrivent après et qu'il n'y ait plus de place pour eux à des ateliers pour les nouveaux, alors que ça leur est destiné en premier lieu et inversement, quoi. Et donc, ce qu'on avait fait, c'était les anciens avaient priorité pour s'inscrire aux ateliers anciens, les nouveaux avaient priorité pour s'inscrire aux ateliers nouveaux, et alors s'il y avait encore de la place, il y avait des possibilités d'aller de part et d'autre, quoi. Et au final, il y a très peu d'anciens qui sont allés aux ateliers pour les nouveaux, à part l'atelier Polec, qui je pense reste le trauma de... pour l'outil Polec. Pour l'outil Polec, qui reste le trauma d'absolument tout le monde. Mais par contre, il y a beaucoup de nouveaux qui sont allés dans les GT, et ça, je pense que contrairement aux ateliers nouveaux, où ils étaient forts entre nouveaux, et donc ils découvrent, etc., les retours qu'on avait des évaluations, c'était qu'à chaque fois quand les nouveaux arrivaient dans les GT avec un groupe d'anciens qui est déjà là depuis un moment, avec une certaine expertise, etc., qu'ils avaient adoré ces ateliers, quoi, parce que c'est chouette d'être nouveau et d'arriver, et que tu sens qu'il y a un réseau qui existe, qu'il y a un réseau qui a des compétences sur lesquelles tu peux te reposer, etc., quoi. Et beaucoup de bonnes pratiques aussi. Ouais, beaucoup de bonnes pratiques. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que moi, je sens beaucoup la différence entre ma première année, où je disais c'était un peu thérapie de groupe, etc. Et alors, le mood, moi, je trouve, a complètement évolué sur la deuxième année, où maintenant, tu as en tout cas un réseau d'anciens coordinateurs qui... Alors, il y a quand même beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui partent, qui viennent, etc., quoi. Mais je crois qu'il y a quand même une solide base de coordinateurs qui maintenant sont là depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, qui sont montés en compétences, qui connaissent leur boulot, qui connaissent les rouages, les partenaires, les différentes thématiques, etc., quoi. Et je pense que ça, c'est une des forces du programme Polec, c'est qu'en fait, il y a 170 personnes qui font le même travail. Et du coup, c'est un réseau incroyable avec des bonnes pratiques qui se font dans 170 communes. Souvent, des choses aussi qui se répètent, parce qu'au final, ça sert à rien de réinventer la roue. Les actions sont un peu les mêmes partout, les difficultés sont un peu les mêmes partout. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que nos formations reposaient beaucoup sur, en fait, le savoir et l'expertise des participants. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont le contenu, c'est eux qui savent comment mettre en place une stratégie énergie-climat dans une commune. Super, merci. Donc, je pense qu'on a déjà eu un bon aperçu de comment se sont déroulés tous les ateliers de formation au niveau de la région. Et on s'était dit en concertation que c'était peut-être aussi l'occasion de rappeler quels sont les différents niveaux de formation, donc pas seulement au niveau régional, mais aussi au niveau territorial organisé par les coordinateurs territoriaux. Et donc voilà, Benoît va peut-être nous parler un peu de ces différents cycles de formation à échelle différente. Parfait. Les formations régionales, je ne vais pas en reparler vu que Nico vous a fait un bon descriptif. Mis à part peut-être qu'il y a un groupe de travail qui va prochainement se réunir et qui est inscrit à la roadmap pour travailler la suite des formations. Et alors par rapport aux formations des CPT, je vais parler principalement pour la province de Liège, puis je vous demanderai un peu votre avis aussi parce qu'on a un peu chacun nos techniques. Pour choisir les thématiques des formations, tout d'abord on consulte en général en début d'année les coordinateurs Polec, soit en faisant un brainstorming, des sondages, etc. Les CPT, donc les coordinateurs territoriaux, s'inspirent également mutuellement. On a eu le cas ici notamment avec une formation sur tout ce qui est les fresques, les outils d'intelligence collective, qu'on a fait un peu chacun sur notre territoire. Ou encore sur le framing, les techniques de communication, on a fait les Supra une formation là-dessus, puis plusieurs aimeraient bien la répliquer et la diffuser auprès de leur CPC. On tient compte évidemment du programme d'énergie commune. Énergie commune, s'ils proposent une formation sur les communautés d'énergie, on ne va pas proposer une formation là-dessus, donc on essaie quand même de regarder à ça. Alors on a souvent un reproche des CPC, c'est que nos formations des Supra ne sont pas planifiées suffisamment tôt à l'avance. Maintenant, on tient compte aussi des opportunités qui se présentent à nous. Si par exemple certains acteurs veulent proposer leurs services au CPC, on les écoute et puis éventuellement on les réinvite lors d'ateliers. Lorsqu'il y a des appels à projets qui sortent,
On fait venir certains experts pour un peu dresser le cadre. Donc ça dépend un peu aussi de tout ça, de l'actualité. Si par exemple il y a des inondations, peut-être qu'il faudra faire un atelier pour réagir par rapport à ça. Et aussi on tient compte du cadre POLEC parce que il y a des livrables à remettre, revoir le programme de travail, etc. C'est aussi dans nos missions. Et c'est aussi dans nos missions d'accompagner les CPC, et puis on tient compte des demandes des CPC. Alors, ces ateliers des Supra sont propres à chaque territoire, mais pas que, car maintenant, vous le savez, il y a le réseau POLEC, le site internet, et donc, on voit vraiment les différents ateliers, et donc, certains Supra offrent la possibilité aux CPC d'autres territoires de venir s'inscrire à ces ateliers. Alors, certains ateliers font aussi avancer les choses. Donc, on a vu que certaines provinces proposaient des outils qui n'étaient pas dans d'autres provinces. Et il y a parfois des effets qui permettent de faire avancer et de diffuser les outils. Alors, il y a des ateliers en présentiel qui permettent forcément de créer du lien entre les CPC. C'est vraiment une force, je pense, pour partager les bonnes pratiques, et d'autres ateliers qui se font en visio, quand c'est par exemple des petites séances de foire aux questions qu'on organise un peu tous de façon mensuelle ou hebdomadaire, je pense même chez toi, pour vraiment répondre aux questions des CPC. Mais j'ai dit chez toi, mais je ne sais pas trop, donc j'aime autant vous demander un petit peu votre avis, vous, à Mélanie et à Marc, comment vous procédez pour vos formations. Moi je dirais que en fait, en opposition, entre guillemets, par rapport aux formations qui sont données par Énergie Commune, qui est un cycle compréhensif, etc., qui est réfléchi. Alors, je ne vais pas dire que nous, c'est pas réfléchi, c'est plutôt qu'on est en réaction, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'on va programmer, on essaie d'avoir un atelier mensuel, à part l'été peut-être, et on va les programmer 2-3 mois maximum à l'avance. Ouais. Donc on va vraiment essayer de saisir un petit peu des thématiques du moment aussi, ou de se dire, ah tiens, là on se rend compte qu'il y a un manquement, ou juste se dire, ah là on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Un des derniers ateliers qu'on a fait par exemple, c'est sur des outils de gestion de projet, en fait. Donc il n'a rien à voir spécifiquement avec la thématique, mais je ne sais plus exactement comment ça nous était revenu, mais on s'est dit, ah bah tiens, ce serait peut-être intéressant de présenter ça, parce qu'en fait finalement, coordinateur POLEC, c'est de la gestion de projet, et donc de voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Je me demande d'ailleurs si ça venait pas d'éléments qu'on avait travaillé ensemble, parce que en tant que coordinateur Supra, on travaille aussi sur de la coordination de projet entre nous, via la roadmap, etc. Et donc c'était un peu une opportunité. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont on fonctionne. On a l'avantage d'être deux aussi avec François, et donc on se challenge un petit peu là-dessus aussi au niveau des thématiques. Après, la façon dont on essaie de fonctionner, je dirais qu'on a 2 ou 3 sur 4 qui sont en distanciel et une en présentiel, pour essayer quand même de maintenir un petit peu de la présence. Mais du coup, effectivement, ça permet aujourd'hui, avec le site Réseau POLEC, quand on annonce les formations, ça permet à d'autres personnes de participer. Donc, par exemple, sur la gestion de projet, on a eu 2-3 communes qui n'étaient pas sur notre territoire, en fait. Et en fait, ça pose pas de problème. En fonction du type de formation qu'on donne, ça pose pas forcément de problème. Donc, nous, c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de construire ça. Et de mon côté, c'est un peu aussi comme vous expliquiez tous les deux, donc c'est plutôt en réaction par rapport au moment. Donc comme tu l'as dit Benoît, il y a eu des ateliers, un atelier qui a été organisé plutôt en réaction à un appel à projet sur les réseaux d'énergie thermique. Sinon aussi par rapport à toutes les obligations liées aux subsides, donc rapportage, etc. Ça a aussi fait l'objet d'un atelier avec mes communes de Charleroi Métropole. Et aussi, bien sûr, à la demande des CPC. Donc, en fonction, parfois, ils m'envoient un mail en me demandant, voilà, est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et de mon côté, je regarde si c'est possible ou pas. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne aussi. La fréquence, c'est un peu aléatoire. Ça dépend aussi du moment. Donc ici, pareil, en été, c'était plus calme, il n'y a pas eu d'atelier. Et alors, j'aimerais bien aussi essayer de varier, comme tu l'as dit, Marc, les formats. Donc, plutôt un format visio, un format en présentiel, une visite. Donc, voilà. Mais bon, je n'en suis qu'au début de ma fonction de coordinatrice. Ça fait déjà 1 an, mais il y a quand même eu pas mal. Oui, mais c'est vrai que dans ton territoire, c'est particulièrement des communes qui sont arrivées, en tout cas plus tardivement aussi dans la dynamique POLEC. Donc, on est un peu dans ce... J'avais pas encore eu l'occasion de réagir là-dessus, mais il y a
un peu deux vitesses aujourd'hui dans la dynamique Polec. Clairement, il y a tous ceux qui continuent à arriver et puis ceux qui effectivement sont déjà un peu plus installés. Donc c'est vrai que la nécessité des thématiques est différente aussi. Voilà, donc ça se construit au fur et à mesure et voilà, on apprend aussi à la même vitesse avec les coordinateurs communaux que j'accompagne. Ouais. Et je pense aussi que les sujets, par exemple, on a fait un atelier sur les fresques, etc. Le prochain atelier, on ne va pas proposer un atelier avec des jeux, etc. Je pense qu'il faut, on nous avait dit, oui, mais on est là quand même pour faire des gains de CO2. Donc parfois, après, on reçoit avec un atelier peut-être plus technique. Donc on essaie un petit peu que ce soit aussi, que c'est un peu varié, quoi. Oui, tout à fait, varié sur la dimension énergie et climat aussi. Exact. On essaye d'alterner en tout cas là-dessus. Parce que c'est important, surtout en fonction des profils de chacun, comme on dit, parfois on a plus de connaissances dans tel secteur ou une affinité particulière sur certaines thématiques, aussi en tant qu'ordinateur supra. Et donc il faut arriver aussi à mettre ça de côté et dire tiens, il faut aussi organiser des choses sur d'autres sujets. Mais par exemple, moi je pense que sur l'aspect biodiversité, j'ai moins de connaissances ou peut-être d'affinité au départ. La façon par exemple dont on a construit un atelier, c'est que je suis parti des projets que eux font. Donc c'était plutôt une présentation de retour d'expérience sur les projets de biodiversité un peu exemplaires qui ont été menés sur mon territoire. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup j'ai pas trop à préparer et en fait c'est très riche aussi. Oui. Ce qui me permet quand même d'amener aussi un autre élément, c'est que une des difficultés par rapport à ça, je sais pas si c'est la même chose chez vous, mais en tant que coordinateur Polec territorial, on a aussi juste un subside ressources humaines. Donc on n'a pas de budget autre, donc il n'y a rien du tout. Donc c'est-à-dire que la façon dont on doit construire nos formations, c'est sur base bénévole, etc., ou des experts bénévoles. Mais donc par moment, quand on veut aller plus loin ou avoir vraiment des pointes, etc., sur certains sujets, soit il faut s'arranger, soit il faut abandonner l'idée. Et donc ça, c'est une limite. Bon, pour l'instant, je trouve qu'on arrive à gérer, mais voilà, parfois c'est un peu gênant de demander à certaines personnes, écoute, tu veux pas le faire gratuitement, peut-être que ça intéressera les communes et qu'elles vont elles-mêmes organiser des ateliers derrière, mais nous, on a rien. Ah ouais, voilà. Et bon, à Liège, c'est différent, évidemment. Et il faut tenir aussi compte des 3 piliers: atténuation, adaptation, précarité chaque fois. Et suite alors au comité d'accompagnement 2024, les Supra ont identifié certains manquements. Et donc ils ont proposé, pour pallier à ces manquements, un programme de formation qui s'appellera Polec & Go, qui n'a pas encore été annoncé ou qu'il est depuis quelques jours sur Réseau Polec. Différents sujets sont encore en discussion avec les Supra, mais on a déjà, je pense, le Framateam le 3 octobre. Ça pourra tourner autour des introductions sur l'énergie renouvelable et l'aménagement de territoire. C'est vraiment reprendre le B.A.B.A., les bases. Le format, ce sera en présentiel, donc en physique, avec une tournante dans les différents Supra, mais également avec la possibilité d'une captation pour ceux qui ne savent pas s'y rendre. La matinée serait de la formation et l'après-midi, plutôt laisser un temps pour la discussion. Voilà. Et alors, dans les autres ateliers, il y a également certaines communes qui suivent les formations de Lyon, des villes et des communes de Wallonie. Il y en a une prochainement sur la communication externe, je pense. Et alors, il ne faut pas oublier également les séminaires. Donc, le séminaire Polec qui a lieu le prochain 6 novembre, où il y a généralement vraiment de bons experts qui sont invités, et les séminaires colloques qui sont proposés par les Supra. Alors, certains s'y perdent dans toutes ces formations, etc. Tout ça est repris dans l'agenda sur le réseau Polec. Et alors, il y a préciser sur réseau Polec, il y en a qui connaissent juste YesWiki. C'est la même chose. Voilà. Donc c'est le même outil. Certains CPC nous ont dit ouais, mais moi c'est mon agenda Outlook, etc. Mais sachez que quand vous allez dans l'agenda, il y a un lien que vous pouvez copier-coller pour importer les événements dans votre agenda Outlook. Voilà. Que demander de plus? C'est très bien, merci. C'est le moment d'aller peut-être un petit peu vers ce que vous avez retiré finalement de ce cycle de formation aussi, et de se projeter un petit peu vers la suite.
Oui, tout à fait. Moi, je ne l'ai peut-être pas encore précisé, mais tout au long de cette année, j'ai assisté à pas mal d'ateliers donnés par Énergie Commune, tout simplement parce que voilà, j'étais aussi junior, entre guillemets, dans la fonction. C'était même mon premier job, donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de me former au maximum. Donc voilà, moi, j'avais aussi peut-être un petit retour à partager. De manière générale, je parle pour moi, hein, vraiment, mais j'ai vraiment... quand même beaucoup appris durant ces ateliers et surtout j'ai beaucoup appris à échanger avec les coordinateurs POLEC communaux parce que quand je suis arrivée, les miens n'étaient pas encore en poste, enfin les miens, les communes que j'accompagne n'étaient pas encore vraiment là, donc ça m'a permis moi à mon arrivée d'en fait pouvoir voir des coordinateurs communaux de toutes les régions de la Wallonie et même d'assister tant aux ateliers pour les anciens que les ateliers pour les nouveaux et donc d'avoir un peu pouvoir faire cette comparaison entre les différentes ambiances, on va dire. Donc moi ça m'a beaucoup apporté et des retours que j'ai aussi eu avec les coordinateurs, c'est que pour eux c'était souvent un peu une bulle d'air, c'était une journée entière où ils se consacraient uniquement à une thématique, à juste uniquement échanger des bonnes pratiques et donc avec ceux à qui j'ai échangé en tout cas c'était très positif et ça change aussi un peu par rapport au contexte de travail dans lequel on est tous les jours et les tâches au quotidien, ça permet un peu de se détacher. Donc voilà, ça c'est un peu le retour partagé que j'ai eu et que je partage aussi. Et alors surtout aussi le fait de savoir qu'on n'est pas seul à affronter les mêmes difficultés liées au programme POLEC. Ça je pense c'est vraiment un atout de ces formations, tant au niveau régional qu'au niveau supracommunal également. Donc voilà, ça c'était un peu mon avis personnel. Je ne sais pas toi Nico, comment tu as ressenti peut-être principalement ce dernier cycle de formation de ton côté personnellement. Ouais, ça juste peut-être préciser qu'ici on parle du cycle qui se termine, donc c'est le cycle des 2 dernières années, comme ça, parce que vu qu'il y a des plus anciens, il y a sans doute eu d'autres formations, mais là c'était un peu la première fois à ma connaissance qu'il y avait vraiment un cycle complet construit avec un marché public, etc. Ouais. Mais non, un peu la même chose que toi. Moi j'ai adoré cette mission. Moi, j'ai adoré, et je pense que je parle pour Frédéric et Johanna aussi, j'ai adoré animer ces ateliers, quoi. C'est un chouette réseau, et puis tu parlais un peu de mes bébés tout à l'heure. Moi, j'ai un peu pareil, bon, pas mes bébés, mais on se lie d'amitié et on fait des liens avec les coordinateurs. Moi, je pense que pour le 3/4, on peut me dire n'importe quelle commune et je sais mettre le nom du coordinateur dessus, quoi. Mais non, mais moi aussi super positif. Alors vous allez me dire, je suis peut-être pas très subjectif parce que c'est moi qui ai donné les formations, mais je trouve que ce soit dans les nouveaux comme pour les anciens, déjà je trouve que c'est plein de chouettes personnes avec plein de chouettes énergies et plein de chouettes ambitions et l'envie de bien faire, etc. Et je disais tout à l'heure, moi je pense que c'est vraiment la force de POLEC, c'est ce réseau de 170 personnes qui font le même travail dans différentes communes, avec plein d'actions dans tous les sens, plein de bonnes pratiques, possibilité d'apprendre les uns des autres, etc. quoi. Donc voilà, moi au niveau des coordinateurs, je trouve ça incroyable. Plus là où je tique, c'est parfois j'ai l'impression que là où ça bloque dans POLEC, dans la politique énergie-climat, en fait, le problème n'est pas du côté des coordinateurs POLEC eux-mêmes, quoi. Et donc parfois, moi, j'ai un peu cette frustration quand je donne des ateliers. Je suis là, ces ateliers sont chouettes, ils sont utiles, parce que comme tu dis, c'est une bulle d'air et je pense que ça leur fait du bien. Et je pense qu'il faut continuer à faire ces formations, que ce soit vous qui les organisiez ou quelqu'un d'autre, ça peu importe. Mais parfois j'ai un peu la frustration de me dire, mais en fait, est-ce qu'on s'adresse à la bonne personne? Est-ce qu'on est en train de former les bonnes personnes? Est-ce qu'on s'adresse aux vrais problèmes? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui fait que les politiques énergie-climat dans les communes n'avancent pas, c'est quelque chose sur lesquels les coordinateurs POLEC en fait n'ont pas de prise. Où c'est des choses beaucoup plus difficiles à saisir, et donc en fait, ils ont du mal à communiquer en interne avec leurs élus et leurs administrations. Ils ont du mal à se faire reconnaître et à être légitimes. Ils ont du mal à qu'on leur donne cette place transversale qui leur permettrait de faire leur rôle de coordinateur.
Ils ont du mal à trouver du sens parce que, comme je disais, moi je trouve vraiment, j'ai souvent ri avec Fred et je dis mais c'est fou quand même qu'il y ait 170 personnes et qu'il y ait une telle concentration de chouettes personnes, quoi. Et malgré ça, il y a un turnover de malades. Et ce qui est vraiment un gâchis pas possible pour moi, parce qu'à chaque fois, et pour tout le programme Polec, c'est que à chaque fois on forme des gens et c'est une perte de compétences, une perte de connaissances, une perte d'énergie. Il faut recommencer le cycle à chaque fois, etc., quoi. Mais je peux me permettre de rebondir parce que tu touches quelque chose, je trouve, d'assez crucial et qui nous est remonté régulièrement aussi. C'est dans quelle mesure, avec notre position en fait de coordinateur supra, on pourrait nous aller proposer en tout cas des formations justement à destination des élus ou des DG, peu importe, parce que justement on pourrait avoir cette position en fait un peu extérieure et parfois un peu d'autorité. Je pense dans le cadre d'une province, il y a une forme d'autorité aussi sur les communes. Nous, on est une intercommunale, on offre des services, mais enfin, c'est particulier parce que les communes sont à la fois partenaires, sont à la fois notre boss et nos clients. Voilà. Mais en tout cas, d'avoir une dimension extérieure qui viendrait faire des ateliers de bonne pratique et ce genre de choses, parce que quand les coordinateurs ou coordinatrices essayent en interne, en fait, soit la porte est pas ouverte, soit ils n'y arrivent pas, soit on prévoit quelque chose et il n'y a personne qui vient, et donc en fait c'est effectivement parfois frustrant pour eux. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu ce chaînon manquant en termes de formation qui est à construire et qui est pas évident, parce que parfois je pense que si on travaille avec des petites communes, des gens qui sont conseillers communaux, ils font ça en plus de leur job, ils n'ont pas toujours la disponibilité non plus, faut pas les blâmer non plus tout le temps, mais ça c'est un petit truc, et je pense que tout le monde y réfléchit, mais c'est pas évident de voir comment on peut l'amener de manière précise. Non, même nous, parce que nous c'est quelque chose qu'on sent en atelier, et alors je parle pour moi, mais moi c'est quelque chose qui me frustre parce que je suis là, je viens pour leur donner des formations, ou en tout cas pour les aider à trouver des solutions, pas pour leur amener des solutions parce que je pense que les solutions viennent d'eux, et parfois ça me frustre parce qu'il y a ces difficultés qui sont pas liées à eux, mais à une administration, à une commune, à leurs élus, etc., quoi. Et donc l'atelier, au final on repart de l'atelier, mais ces problèmes-là qui sont à la racine sont toujours là, quoi. Et nous, ce qu'on avait dit, c'est qu'en fait, je pense que les formations techniques sont importantes. Je pense que c'est important qu'un coordinateur Polec soit un peu un couteau suisse et qu'on prenne les énergies renouvelables, etc., comment ça fonctionne sans pour autant devenir expert. Mais je pense qu'il faut aussi, du côté formation ou accompagnement, il y a pas mal de choses à faire sur en fait le facteur humain. Et donc, en fait, les accompagner ou donner des formations sur comment parler à leurs élus, comment aller parler à leur administration. Et là, moi, je pense aussi qu'en plus, avec les élections communales qui arrivent, tous des nouveaux élus qui arrivent, avec un nouveau PST qui va être rédigé dans chacune des communes. Et je pense que là, il y a une super chouette opportunité du côté des CPC, d'aller se représenter aux nouveaux élus qui vont arriver, d'aller représenter Polec, d'aller représenter leur mission, d'aller présenter les opportunités que ça représente. Et alors d'aller essayer aussi d'aller influencer ce fameux PST qui va être rédigé dans chacune des communes pour faire en sorte qu'il soit bien articulé avec leur PADC, quoi. Oui, je pense que le grand messe annuel Polec, le séminaire, merci, elle a été décalée légèrement avec l'objectif de pouvoir toucher les nouveaux élus. Ouais. Et puis oui, moi je pense, alors je sais pas exactement quelle forme, quel contenu exact ça prendrait, mais parce que parfois il y a beaucoup de coordinateurs qui disent, mais comme tu disais, c'est parfois même au-delà du contenu, c'est une chouette bulle d'air de se voir, de se rencontrer, et parfois je me dis, il y a peut-être des ateliers en fait qui devraient juste être dédiés au bien-être au travail, à des moments sociaux, à créer du lien. Bon, après c'est un peu plus compliqué à vendre ça à la région, de financer ce genre d'atelier, quoi. Je pense que c'est pas non plus des ateliers où on doit prendre le thé pendant 7 heures d'affilée, mais ça doit rester utile. Mais oui, moi pour répondre à ça, j'aurais dit oui, des ateliers pour les former à aller lobbyer entre guillemets ces nouveaux élus et ce nouveau PST, et plus des ateliers sur le bien-être au travail, mais je ne sais pas quelle forme, quel contenu ça prendrait, mais je pense qu'en tout cas le facteur humain, il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est là que ça bloque beaucoup, et c'est quelque chose qui n'est pas en tout cas adressé assez pour le moment, quoi.
Tout à l'heure, Benoît a amené le fait que chez nous, on va commencer à mettre en place des permanences. Donc, une fois par semaine, on a juste un espace, voilà, pour le coup, ce sera des permanences virtuelles, mais juste un espace où il n'y a rien à l'agenda, et juste, voilà, il y a une heure, vient qui veut, et on discute de ce qui vient, quoi. C'est un peu, on aurait pu l'appeler l'espace machine à café, mais parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on crée ces espaces-là, il y a toujours des choses à dire, quoi. Oui, donc, moi, je le fais depuis plus ou moins 2 ans, période Covid, quoi, ou 2-3 ans. Et il y a toujours une quinzaine de personnes. Alors, ils viennent aussi pour un peu avoir les infos, l'actualité, etc., les bruits de couloir. Mais c'est eux qui construisent vraiment le programme. Donc, on regroupe un peu les sujets et on le fait en virtuel et ça se passe toujours très bien. Donc, oui. Et c'est pour ça aussi que pour les futures formations Polek & Go dont Benoît nous a un peu parlé, le format ce sera toujours la formation le matin et l'après-midi, vraiment un temps donc d'échange et de discussion, mais chacun sera libre de repartir chez soi ou de rester pour pouvoir échanger et sur divers sujets. Et je pense que Michael, notre collègue Supra aussi, fait aussi ce genre de format dans ses formations. Donc toujours la matinée un peu plus thématique et l'après-midi plus libre. Oui. Je pense vraiment que c'est la force de Polek, c'est ce réseau, c'est ce collectif. Pour revenir un petit peu sur les formations, est-ce que tu avais peut-être une ou deux formations qui t'ont particulièrement marqué, soit par les échanges ou sur les thématiques ou parce que tu te dis tiens il y a un criant manque de compétences ou je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le dernier cycle de formation, quelles sont celles qui t'ont un peu le plus marqué pour une raison X ou Y? Moi c'est purement par affinité personnelle, mais moi les formations que j'ai particulièrement appréciées et pour lesquelles je pense en fait on pourrait faire 2 semaines en résidentiel si on peut. Non mais c'est tout ce qui est participation citoyenne, mobilisation, animation citoyenne, moi c'est une thématique qui me passionne et qui je pense est aussi super importante parce que nous, quelque chose sur lequel on assiste beaucoup en atelier aussi, c'est qu'en fait on parle beaucoup de cette fameuse transition technique, du passage au renouvelable, etc. Mais aussi, nous, sur quelque chose sur lequel on insiste aussi beaucoup, c'est en fait cette transition culturelle dont les coordinateurs Polek sont aussi en charge d'inciter des changements de comportement, de mobiliser les gens, de les sensibiliser, etc. quoi. Et donc là, je pense qu'en fait, il y a plein de choses à faire du côté de la participation citoyenne, du côté des comités de pilotage ou des panels citoyens, peu importe comment on les appelle, et plein de choses qu'on peut organiser pour sensibiliser les gens et inciter à des changements de comportement, quoi. Et donc oui, moi je dirais que les formations que je retiens, c'est celle-là, c'est tout ce qui est participation, et même pas que externe sur le comité de pilotage, mais aussi par rapport à l'équipe Polek. Et là, on en revient à les problématiques qu'ils rencontrent en interne, de ne pas savoir constituer un réseau interne autour d'eux, de mobiliser leurs collègues, etc. En fait, l'équipe Polek, comme le comité de pilotage, en fait, c'est pas que des obligations de la région, c'est aussi des choses que quand elles sont mises en place et quand elles fonctionnent bien, servent leur travail de coordination et de mobilisation de territoire. Donc c'est des choses, je pense que il faut continuer à former les coordinateurs là-dessus, parce que c'est quelque chose aussi qui est moins évident d'animer, de faciliter, de rassembler. Oui, c'est sans doute le plus difficile. Comme tu dis, un changement culturel, c'est beaucoup plus long qu'un changement technique, ce qui peut se faire potentiellement du jour au lendemain, quoi. Ouais. Mais tu avais suivi, Mélanie, je pense, les premiers accompagnements COPIL aussi, non? Je faisais partie du groupe de travail qui a lancé le marché, ça, voilà. Mais ça se met seulement en route dans les communes accompagnées. Et j'ai moi une rencontre avec le coach la semaine prochaine pour voir un peu, mais je sais déjà qu'il a vu mes communes, donc voilà, ça se lance seulement, mais je pense que c'est en bonne voie dans toutes les communes. On a eu quelques 2 visites, je pense, avec toi. Oui, nous on en accompagne 8 avec Espace Environnement, et donc 4 pour Espace Environnement et 4 pour Énergie Commune. Et nous, oui, aussi, on a lancé aussi... et d'ailleurs, nous, on voit les 4 nôtres, on organise un atelier pour mardi prochain.
Je pense qu'on pourrait faire un sujet complet sur l'accompagnement copil spécifique, parce qu'effectivement, je crois que c'est un des points importants aussi du job et pas les plus faciles à mettre en place, quoi, c'est sûr. Est-ce que toi, de ton côté, Mélanie, tu avais des ateliers qui t'ont particulièrement marqué? Des ateliers qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je te rejoins un peu, Nico. Moi, j'avais adoré celui sur la participation citoyenne où on avait fait plein d'activités, un peu jeux, etc. Encore récemment, pour la mise au vert des supras, je suis allée replonger dans tous les supports, etc. pour voir s'il y avait des activités qui pouvaient convenir. Donc, ça, j'avais beaucoup apprécié. Et alors, deux qui m'avaient aussi marqué, parce que je ne connaissais pas du tout la thématique avant, c'était le bâti public et bâti privé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de matières. Il y a tout ce qui est stratégie immobilière, tout le fonctionnement des primes aussi, que moi je ne connaissais pas non plus, que ce soit pour les bâtiments publics que les bâtiments privés, comment inciter les citoyens à rénover leur logement. Donc ces deux-là m'avaient aussi vraiment bien plu et j'avais appris quand même pas mal de choses. Voilà. Ouais. C'est vrai, pour les GT, on avait cette formule, je l'avais peut-être pas expliqué au début, où on essayait d'avoir une matinée intervenant et puis une après-midi là où on travaille concrètement sur leurs actions, leurs difficultés, etc., quoi. Et donc pendant les 5 GT thématiques, on avait eu vraiment des chouettes intervenants, quoi. Parce que tu parlais de ta difficulté de trouver des intervenants. Qui n'est pas la vôtre, parce que vous aviez énormément d'argent. Mais non, on a la légitimité de la région de pouvoir arriver tout près d'un intervenant et dire coucou, pour la région wallonne. Et puis aussi souvent, c'est les intervenants qu'on prenait avaient un autre marché avec la région ou une autre mission avec la région et donc faisaient ça dans le cadre de cette mission. Par exemple, Manu Archi de l'ICED, il est venu au GT Adaptation parce qu'ils sont en train de développer une nouvelle étude sur la vulnérabilité pour la région wallonne. Par exemple, où j'étais bâti privé ou bâti public, c'était aussi des intervenants qui avaient des marchés publics de plateformes de rénovation ou de ce genre de choses pour la région wallonne. Et donc j'avoue qu'on avait une position assez confortable et on avait assez facile de dégoter des petits intervenants, quoi. Tant mieux, heureusement. Je vais peut-être alors conclure sur ce sujet, tout doucement, je crois qu'on a un peu fait le tour, mais donc merci beaucoup Nico pour tout ce que tu nous as expliqué, et alors vous informer aussi, vous les coordinateurs POLEC communaux, que le groupe de travail formation va bientôt se lancer, donc il y aura prochainement, on ne sait pas encore vous dire quand exactement, mais bien sûr un nouveau site de formation régionale qui sera lancé, en plus de tous les ateliers aux différentes échelles qu'on a citées précédemment, qui continuent de s'organiser. Et on entend bien aussi votre demande de clarification, pertinence, cohérence entre les différents niveaux de formation. Donc c'est quelque chose auquel je pense on essaye tous de travailler pour aussi vous proposer les formations les plus adaptées en fonction de vos besoins. Voilà. Je me permets une question. Comment, en tant que structure, en tant qu'ASBL aussi, vous vous projetez aussi sur la suite, sachant que c'est un projet qui est finalement important pour votre association aussi, sur cette incertitude qu'on peut tous vivre sur la suite du droit de tirage ou pas de droit de tirage, ce genre de choses. Quelle est votre volonté derrière en termes de construction d'un potentiel prochain cycle de formation? Voilà, comment vous vivez avec tout ça? Au-delà du cas personnel d'énergie commune, de est-ce qu'on va avoir un marché ou quoi, nous on pense que c'est super important en tout cas de continuer le soutien, de soutenir les communes dans leur politique énergie-climat, parce qu'en fait on peut définir tant qu'on veut des objectifs et des ambitions à un niveau régional, européen, etc. Mais s'il n'y a pas un niveau local pour le mettre en œuvre, puis c'est surtout le niveau local qui met en œuvre les projets concrètement sur le terrain, qui est au plus proche de la population, qui est plus facile aussi à mobiliser la population. Moi, je parlais que je suis très fan de toutes les questions de démocratie participative. C'est aussi le niveau qui est parfait pour expérimenter des tas de choses, quoi. Et donc, nous, on espère que la région et que le nouveau gouvernement qui va arriver, qui est déjà là, mais qui va bientôt lancer ces nouvelles politiques, va continuer à soutenir POLEC.
Après, quelle forme ça prendra, on est aussi dans l'incertitude. Nous, on espère aussi que la région va continuer à former les coordinateurs et à entretenir ce réseau. Alors après, quelle forme ça prendra? Parce que là, j'entends que maintenant, vous faites aussi énormément de choses. Il y a les formations de l'UVCW, il y a les formations de plein d'autres acteurs. Il y aurait ce marché public, donc il faudrait voir aussi comment tout ça s'articule intelligemment, histoire de ne pas avoir des doublons et aussi que bêtement les coordinateurs ne soient pas un peu submergés par tout ce qu'il y a dans tous les sens et en fait ne s'y retrouvent pas, quoi. Mais donc voilà, nous on espère que ça va continuer. S'il y a un marché public qui doit être relancé, nous on a Polec très à cœur, donc bien sûr qu'on y répondrait. Mais voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer. Personne n'a de boule de cristal, évidemment. Très bien, on va pouvoir vous parler un peu de nous, des Supra, pour une fois, puisque, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons fait une petite mise au vert entre Supra. C'était une première, l'occasion aussi de un peu plus de se rencontrer, ce qu'on ne fait pas très souvent, puisque on est du Luxembourg en passant par Liège, Tournai, le Brabant wallon, etc. C'est pas forcément les mêmes lieux, et donc on s'est dit pourquoi pas faire une activité entre nous et apprendre malgré tout des choses. Et donc on a fait une visite très instructive que tu vas un petit peu décrire. Oui, détrompez-vous, je ne vais pas vous parler de cuisine japonaise, mais bien de la plateforme wallonne des systèmes innovants en agriculture et biodiversité urbaine, donc la plateforme Wasabi. C'est un outil unique en Europe et on a pu le voir, c'est vraiment ouvert sur le monde par leur collaboration. C'est à Jean-Blou, c'est ça? Exactement. Donc, on parle d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la pratique de l'agriculture en milieu urbain et périurbain. Donc, on est allé forcément à Jean-Blou pour cette mise au vert entre Supra. Et croyez-moi, on a pu voir vraiment le vert dans toutes les nuances de sa couleur. Alors là, je vais vous prendre un peu quelques infos qui sont issues des sites web de la plateforme Wasabi et du centre d'enseignement et de recherche Terra pour vraiment un peu vous expliquer et vous dresser le décor. Donc, c'était créé à l'initiative du professeur Essam Jijakli et du professeur Grégory Mailly, et ensuite d'autres professeurs et scientifiques sont venus les rejoindre dans l'aventure. Il y a plus de 5 hectares sur le campus de Jean-Blou Agrobiotech qui est accessible au public depuis 2022. Alors, au début de la présentation, ils ont parlé d'un mot hôtel à projet. Je pense que tu aimes bien d'ailleurs ce mot. On a pu vraiment voir des projets, une multitude de projets créés vraiment sur du long terme. Moi, j'ai eu vraiment un exemple qui m'a marqué. C'est ce qu'il a expliqué, donc un produit qu'il a déposé le brevet en 2011. Le produit n'a toujours pas vu le jour. Normalement, il le verra d'ici quelques années. Et après ça, le brevet ne devrait durer que pour plus ou moins 3 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vraiment sur du long terme que ça se fait. Et donc, cette plateforme permet vraiment de se familiariser avec de nouvelles formes d'agriculture urbaine et périurbaine. Je parle par exemple des toitures et des murs végétalisés. Et donc là, ils essaient vraiment d'avoir le moins possible d'intrants, d'irrigation, d'entretien, etc. On a vu également des serres sur le toit. Donc là, ils récupèrent les déperditions des bâtiments pour aller dans la serre. On a vu dans ces serres des panneaux photovoltaïques blancs qui réfléchissent la lumière, etc. sur les légumes. On parle également de fermes verticales, de culture en conteneurs, de culture de production pour l'élevage d'insectes, de permaculture ou encore d'aquaponie. Et là, on a pu notamment nourrir de superbes gros carpe koi qui étaient dans un conteneur maritime. Ce conteneur maritime était coiffé par une serre avec différents lits de culture. Il y avait également sur le site un jardin botanique avec plus de 400 espèces de plantes et de fleurs, un jardin de pluie, un sentier didactique et un jardin communautaire vraiment pour des zones un peu plus sociales.
Il y avait également une zone de recherche dans les parcelles maraîchères. Et donc là, ils avaient différentes techniques de paillage et de la culture sur but. Donc là, il y avait vraiment 4 lasagnes, donc composées avec des compositions différentes, qui étaient reproduites 3 fois, je pense. Elles n'étaient pas arrosées, elles avaient chacune les mêmes légumes, et donc on pouvait voir vraiment quelle était la personne qui aura le meilleur rendement. Il y a également la recherche dans le domaine de l'agrivoltaïsme pour optimiser la méthode. Donc, ils sélectionnent les plantes, ils gèrent la façon de gérer l'eau, choisir le type de panneau, etc. Voilà. Sur la culture en but, une petite anecdote, on a eu des remèdes anti-limaces que Florian, notre supra, a pu déjà tester avec le canard coureur indien, mais apparemment, c'est une efficacité un petit peu relative. Il va un peu picoler. Très bien pour les limaces, mais dangereux pour d'autres choses, parce que ça mange un peu de tout. Et il vole, il paraît. Ouais, il faut les canards. Voilà. Oui, c'est ça. Les canards mangent les limaces, mais ils mangent un peu de tout aussi. Mais tu n'es pas censé. Je suis pas sûr si voilà. C'est Et c'est un projet qui est financé par plus de 3 millions d'euros de subsides européens. Et voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie Wasabi. Et donc dans la partie Terra, là on a pu voir l'écotron, qui est un outil qui nous permet de voyager dans le temps et d'aller jusqu'en 2095. C'est un outil d'étude des agroécosystèmes, donc qui comprend les plantes, les animaux et les micro-organismes, et qui permet de simuler les conditions environnementales actuelles et futures, en incluant le changement climatique forcément. Donc il y a différentes chambres de culture, je pense qu'il y en a 6, et là-dedans, dans ces chambres de culture, différents paramètres sont contrôlés. Donc je parle par exemple de la température de l'air, l'humidité, l'intensité lumineuse, les précipitations, la température, l'humidité du sol. Voilà, donc tout ça est mesuré sur des légumes, etc., qui étaient au centre de la pièce et qui permettent de voir un petit peu comment la végétation, etc., va s'adapter. Voilà, un gros résumé. Oui, c'est assez fou parce que on a littéralement voyagé en 2095, quoi. On était dans une pièce avec ce climat-là. Alors c'était début de journée, donc il n'était pas encore trop chaud, mais c'était intéressant, je trouve, de voir. Ils ont montré quelques photos où on voyait vraiment des différences de culture, où par exemple il y avait du froment ou des épinards, et de voir que le froment en 2095 démarrait avec 3-4 semaines d'avance en fait par rapport à du froment actuel, et que forcément, mais donc ça va vraiment, on n'a pas que juste le climat, on a aussi toute l'hygrométrie qui est différente, les niveaux de CO2 dans la pièce, etc. Donc tout, c'est assez incroyable de voir à quel point tous les détails sont pensés, et on essaye de reproduire au maximum, mais forcément dans une boîte, un climat dans 70 ans, quoi. Okay. Mais c'est un objectif de sensibilisation, genre on peut aller visiter? C'est un objectif de recherche, donc c'est ça qui est assez particulier. Je trouvais que quand on était dans l'aspect extérieur, il y a eu plusieurs personnes qui ont la réflexion, c'est plutôt sympa comme bureau, donc voilà, effectivement c'est très vert, c'est très chouette, mais après de nouveau c'est du temps long, c'est vraiment de la recherche, quoi. Et donc ils vont analyser tous les paramètres, et c'est dans un objectif aussi à terme de faire les bons choix de semences, de savoir ce qu'on va pouvoir, quelles cultures vont être réellement les plus adaptées par rapport au climat, parce que savoir se dire qu'il va faire plus chaud, il va pleuvoir de manière beaucoup plus disparate, tout le monde peut plus ou moins le dire, mais quelle influence exacte ça va avoir sur les semences, c'est plus complexe, et donc en fait c'est ça qu'ils font. Et en fait là, quand on se projette là-dedans, je trouve ça assez vertigineux. Mais... C'est vraiment un beau focus sur l'adaptation au changement climatique, je trouve, ce projet. Ouais. Une visite qui mériterait d'être faite avec des CPC, tellement je trouvais c'était inspirant. Peut-être pour un prochain atelier. Pourquoi pas, si vous voulez construire des ateliers visites. Voilà. Si la région renonce au marché, je le propose. ça marche. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à rajouter là-dessus? Mais donc voilà, on mettra évidemment toutes les informations sur le site internet, et vous pourrez retrouver tout ça et aller vous balader un petit peu là-dessus. On va passer aux recommandations, coup de cœur,
Eh bien, on peut commencer par toi, Benoît. Oui, moi j'ai sélectionné Demain en province de Namur, donc c'est dans le même style que le film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent qui était sorti en 2015. Et donc ce film met vraiment en évidence des initiatives qui sont développées en province de Namur dans plusieurs secteurs d'activité comme la construction, l'alimentation et l'agriculture. Voilà pour ma sélection coup de cœur. Moi, je vais vous proposer de regarder ou d'écouter. Alors, c'est un podcast filmé, un peu comme ici, mais qu'on retrouve sur YouTube, qui s'appelle Metabolism of Cities. Je ne sais pas pourquoi c'est en anglais parce que toutes les vidéos sont en français, mais c'est vraiment une chaîne ultra pédagogique. On prend le temps, c'est aussi des podcasts plutôt du temps long, avec chaque fois des invités picobello, comme on pourrait dire. Le premier que j'ai vu, ça s'appelle Pourquoi la voiture s'est imposée dans nos vies, et c'est avec Aurélien Bigot, qui est un peu spécialisé dans les notions de mobilité. Un élément que je retiens d'ailleurs, c'est sur l'évolution de nos déplacements dans les vies, qui est en gros, depuis qu'on étudie les déplacements, en fait la quantité et le temps sont restés fixes. C'est-à-dire qu'en général, on va faire 3 à 4 déplacements par jour, travail compris, et on va faire plus ou moins 1 heure par jour. Et en fait, au-delà de ça, en général, on commence à considérer que c'est trop long. Et donc, en fait, c'est seulement la distance qui a augmenté, puisqu'on est passé d'environ 4 km par jour à plus de 50 km par jour en moins de 100 ans. Donc, c'est ça qui fait une différence énorme. Et voilà. Donc, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses, plein de sujets très variés, aussi très sociaux parfois. Donc, je recommande chaudement. Moi, je passe mon tour pour cet épisode. Je n'ai pas de recommandations pour cet été. Voilà. Moi, j'ai réfléchi pendant le podcast. Mais c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui est aussi relié à du coup, mon dada. C'est Pour en finir avec la démocratie participative. Et donc, c'est un peu un titre un peu provoquant. En fait, c'est 2 consultants en France qui travaillent sur ces questions et qui ont fait de nombreuses missions pour de nombreuses collectivités en France. Et en fait, ils critiquent un peu ce participation washing, où on fait de la participation un peu à toutes les sauces. On veut mettre en place des assemblées citoyennes pour le climat, des machins, des comités de pilotage dans tous les sens, mais en fait on n'y met pas les moyens humains, financiers ou quoi que ce soit, et au final ça ne réussit pas à transformer la façon dont on fait la politique et l'action publique, et ça frustre tout le monde. Ça frustre les politiques parce que ça n'a servi à rien, et ça frustre les citoyens parce qu'ils ont l'impression qu'on met en place des choses, de la consultation vaseline, mais qui au final ne sert pas à grand chose, quoi. Et donc juste pour faire le lien, ça c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste beaucoup pendant les ateliers Polec, et quelque chose que nous, un gros point d'attention qu'on a pendant le marché actuel qu'on a avec la région sur les comités de pilotage, de ne pas faire de la consultation vaseline. Quand on fait de la consultation, on la fait bien. Quel beau terme, consultation vaseline. C'est très imagé, du coup. Très bien, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. Je vois que pendant l'émission, vous m'avez glissé quelques mots. Et donc, je vais tenter de vous faire une petite impro-histoire basée là-dessus. Alors, les mots sont comité de pilotage, c'est le tien ? Ouais. Ok. Gamifié. Ouais. Voilà. Et couteau suisse. Ok. Très bien. Je vais avoir besoin de vous du coup pour démarrer cette petite histoire. Donc vous pouvez faire un petit roulement de tambour. Et 3, 2, 1, pro. Maman, je peux jouer. Écoutez, il n'y a plus beaucoup de temps. Tu joues 1 minute, hein, vraiment, c'est fini. Hein, et vraiment, tu fais ton tour de circuit et puis c'est fini. Oui, ok. Moi, quand tu dis comité de pilotage, waouh, mes voitures, elles sont tellement grosses, il n'y a rien qui peut m'arriver. Je prends les tournants trop vite, c'est vraiment trop chouette. J'ai des pneus énormes dans mon énorme SUV. Qu'est-ce que je vois dans mon rétroviseur? Un vélo? Non, il peut pas aller plus vite que moi. Mais comment est-ce qu'il va aussi vite? Est-ce que ce serait un speed pédélec? Oh mon Dieu! J'arrive dans une zone 30, je suis obligé de ralentir. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va me dépasser? Il me fait signe. Est-ce que je lui rentre dedans? Non, je peux pas, c'est un être humain. Non, s'il vous plaît. Moi,
Il me reste plus que 30 secondes de jeu. Je peux terminer mon circuit. Il faut que je fasse le tour de mon comité de pilotage. Mon Dieu, il me sort une arme low-tech. Un couteau suisse. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce couteau suisse? Oh non. Mon pneu. Bon sang, je n'en reviens pas. Mon beau SUV avec toutes les technologies modernes qui a été tué par un couteau suisse. Maman, je vais dormir. Fin de l'impro. Attends, j'ai pas entendu le gamifier, il était où? Bah, le gamifié, il était dans l'histoire, il était en jeu, quoi, il faisait un jeu. Donc j'ai pas mis le mot gamifié. Mais c'était tout le thème. C'était le thème entier de Mais je suis impressionné. gamifier le pilotage. Voilà, une petite douceur. Très bien. Bon, on devrait faire des ateliers Polec, impro. Bah écoute, il y aurait sûrement des choses à faire. En tout cas, on Pour peut aller certainement- convaincre ton politique de donner un budget. En tout cas, faire des jeux de rôle, etc. Pourquoi pas, il y a certainement moyen. Mais très bien, on arrive du coup vers notre conclusion, mais on va pas conclure là-dessus. C'est toi qui vas nous donner la conclusion, Nico. D'accord. Voilà, quel est un petit peu ton dernier message ou comment s'est passée ton expérience avec nous aujourd'hui? Mais très bien. Moi, je suis un grand fan de podcasts. J'en écoute beaucoup pour m'endormir. Mais du coup, je les finis pas. Mais du coup, ouais, premier podcast. Enfin, je suis fan de podcasts et c'était mon tout premier, donc très très content. Mais non, ma conclusion, je sais pas trop bien quoi dire. Soyez heureux. Non, c'était très sympa. J'étais très content de passer ce moment avec vous. Eh ben, nous aussi, moi aussi en tout cas. C'est la fin du coup de cet épisode. Vous retrouvez comme d'habitude toutes les infos en ligne et vous pourrez garder aussi tous les prochains épisodes si vous ne l'avez pas encore fait puisque c'était le 5e et le prochain est déjà dans les cartons donc ça ne devrait pas trop tarder. Merci à tout le monde et à bientôt. Au Merci revoir. à tous. Au revoir. Salut!